BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité aujourd'hui, c'est Youssef Handichi, député bruxellois pour le PTB. Bonjour Youssef Handichi. Bonjour. D'abord peut-être un tout petit commentaire sur cette friche Josaphat. On voit que ça clive un certain nombre d'acteurs en région bruxelloise. On n'a pas beaucoup entendu le PTB sur cette discussion-là. Est-ce que le PTB veut des logements sur la friche Josaphat ou est-ce que le PTB est du côté de ceux qui disent non, on ne touche pas à la biodiversité et on ne doit pas construire sur ce site? Pourtant, on est intervenu en commission lundi, encore en début de semaine, avec Rudy Vervoort. On a bien évidemment développé le fait qu'on était inquiet par rapport à la biodiversité, que c'était un terrain public et si logement il devait y avoir, ce seraient des logements sociaux. Et donc ça, c'est véritablement pour nous une préoccupation importante. La biodiversité aussi. Donc il y a moyen de faire un mix, c'est ce que je viens d'entendre aussi ici à l'antenne. Il y a moyen de faire des logements sur ce site, mais pas des logements avec 14 000 m2 full logement et encore à finalité qui soit pas forcément social, donc c'est encore les barons du béton qui vont s'en mettre plein les poches sur ce projet. Mais quand on fait du logement mixte où il y a une partie effectivement de logement privé mais une partie de logements sociaux, ça vous suffit pas? Le terrain est public, ça doit le rester, donc ça doit être principalement des logements à finalité sociale. Donc on a besoin, il y a plus de 50 000 familles qui attendent un logement social et donc ce terrain public doit rester public et doit retourner à des logements publics, sociaux en priorité. Alors, autre dossier dans l'actualité, c'est la grève de la faim des sans-papiers. Ils sont 475 à peu près à faire la grève de la faim en région bruxelloise. Et on sait que on est après un mois de grève de la faim. Il y en a certains qui se sont cousus les lèvres, d'autres qui envisagent de faire une grève de la soif. Donc on va rentrer dans une période qui va être très critique en termes de santé pour eux. C'est un mouvement que vous soutenez ? On les soutient. Clairement, on est rentré dans cette phase critique, comme vous l'avez dit, donc il y a une urgence humanitaire. Ici, on est vraiment, je suis vraiment étonné de voir qu'il n'y a toujours pas de réponse suffisante de la part du gouvernement fédéral. Il y a eu un débat au Parlement fédéral et quand j'entends les réponses qui sont reçues, je suis inquiet. Inquiet parce que pas de réponse et je suis inquiet parce qu'il y a quand même une détermination assez forte dans ce mouvement. Il y a, comme vous l'avez dit, plus de 400 personnes qui sont en grève de la faim. Là, maintenant, ils vont rentrer dans une phase critique et je suis vraiment inquiet pour eux. La réponse du gouvernement fédéral, c'est de dire on ne fait pas de régularisation collective et la politique de régularisation de l'asile ou de régularisation sur base de critères humanitaires, ça doit être des décisions individuelles. Donc il faut rentrer des dossiers individuellement pour chacun des demandeurs. Vous comprenez cette position ou pas? Elle est logique en termes de droit. Elle est tellement logique que je pose la question, mais qui demande une régularisation massive ? Même les travailleurs sans papier, ce n'est pas leur revendication, ils ne demandent pas ça. Ils demandent justement d'avoir des critères clairs et objectifs. C'est ce qu'ils demandent. Donc la régularisation massive, je ne sais pas qui revendique cette revendication. Je veux dire, c'est pas ça. Ils demandent des critères clairs et objectifs. C'est ce qu'on demande. Et c'est ce que les travailleurs sans papier demandent. Exemple d'un critère clair et objectif qu'on pourrait rédiger, ce serait quoi ? Par rapport au travail, par rapport à l'ancrage familial ici en Belgique, par rapport au nombre d'années qu'on est en Belgique. Il faut bien savoir que ces travailleurs sans papier, ça fait en moyenne, ils sont là depuis 10 ans, donc il y en a qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, et j'en connais même qui sont là depuis 25 ans, qui ont 3 enfants, qui sont scolarisés, ils parlent néerlandais, je ne parle pas néerlandais, Ce sont vraiment des Bruxellois, ils sont ancrés dans notre société, et donc ce sont des critères qui me paraissent, moi, assez objectifs, pour pouvoir permettre à ces gens de pouvoir bénéficier des droits de tous, puisqu'ils travaillent. Ce ne sont pas des sans-papiers, pour moi c'est important de le dire, ce sont des travailleurs sans-papiers, ce sont des gens qui travaillent, c'est eux qui nettoient le palais de justice, c'est eux qui nettoient la Commission européenne, c'est eux qui ont travaillé dans la métro Arlois, c'est eux qui l'ont construit. Donc Mohamed, je lui fais une dédicace, parce que je me souviens que quand il travaillait dans cette station, il me disait, Youssef, pour enlever le goudron, on me paye 30 € la nuit, quand je risque ma vie à rentrer dans un trou, on me donne 40 € la nuit. Et donc c'est une façon de pouvoir les régulariser, de ne plus être surexploités par des patrons véreux. Et je pense que ça, je veux dire, Sami Madi, le secrétaire d'État, doit pouvoir l'entendre, l'accepter et donc balayer cette idée qu'il demande une régularisation massive. C'est véritablement pas du tout ça qu'il demande. Alors Sami Madi, c'est évidemment le secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Vous êtes un ancien syndicaliste, Youssef Handichi, avant d'entrer en politique. Vous avez notamment été syndicaliste à la STIB. L'accord sur la neutralité du service public et ce qui va se passer donc en termes de règlement de travail au sein de la STIB, c'est un bon accord ou c'est un mauvais accord ?
C'est un bon accord pour la plaignante, hein, donc ça, je pense que voilà, elle a mené ça. Donc la condamnation de la STIM pour discrimination à l'embauche, et là, le fait qu'il n'y aura pas appel, c'est bien pour la personne qui a obtenu gain de cause en justice. Je pense que pour la plaignante, donc ça fait plus de 3 ans de lutte qu'elle a mené un petit peu solo pour pouvoir se faire reconnaître par rapport à cette discrimination. Et donc pour la plaignante, je pense que c'est une bonne décision. Après, ce qui se prépare là pour l'instant, c'est de pouvoir officialiser la discrimination future qu'il pourrait y avoir à la STIB. Donc on voudrait le faire rentrer dans le règlement de travail à la STIB via, c'est pas tout à fait clair, via le comité de gestion, et ce serait une manière de bypasser un petit peu. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun port de signe distinctif qui est autorisé à la STIB et dans les services publics en général. Le fait qu'il y ait quand même une discussion et la possibilité d'envisager dans certains cas le port de signes distinctifs, ça ne va pas dans le sens que vous souhaitez. Je pense que, comme je vous l'ai dit, hein, donc ce serait une manière de pouvoir discriminer une partie. Hein, donc il faut quand même, pour rappel, cette dame a quand même postulé dans les ressources humaines, hein, donc back-office. Hein, donc c'était même pas chauffeur de bus ou tram ou de métro. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. Maintenant, on voudrait véritablement le mettre dans le règlement du travail. Et donc là, c'est véritablement pouvoir discriminer. Et donc pour nous, c'est inacceptable. Bon, en termes de neutralité, comme je l'ai dit souvent, moi, ce qui m'importe quand je monte dans un bus, c'est qu'il m'amène à destination, qu'il me fasse payer, malheureusement, aujourd'hui, 2,50 € un ticket et pas plus cher parce que je serais d'une origine ou quoi qu'est-ce. La neutralité se mesure et se juge par les actes qui sont posés par le représentant. Mais donc, ça veut dire que pour vous, on doit autoriser le port de signes distinctifs dans des fonctions telles que celles que vous avez énumérées, chauffeur de bus, chauffeur de tram, dans l'ensemble du personnel de la STIB. Sans aucun problème, puisque la neutralité se mesure par l'acte. Et ça, c'est le point principal, c'est le fond de ce qui pourrait nous concerner aujourd'hui dans ce dossier-là. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc c'est ça que vous allez défendre lorsqu'il y aura les débats au Parlement régional bruxellois. Mais c'est ce qu'on va défendre. Pour la STIB et pour l'ensemble des services publics. C'est ce qu'on va défendre et on s'inquiète aujourd'hui. Donc il y a une possibilité de bypasser un petit peu toutes les discussions avec les représentants des travailleurs en interne, donc au conseil d'entreprise de la STIB, en passant par le comité de gestion. Et là, évidemment, on n'a pas les représentants des travailleurs. Et donc, moi, je suis inquiet sur cet élément-là. Mais évidemment, quand nous, on va le défendre ça au Parlement et d'une manière très claire. Hein, donc, la neutralité se mesure par l'acte du représentant de la société et des pouvoirs publics. Est-ce qu'il y a pas, malgré tout, parfois aussi, des problèmes de prosélytisme à la STIB? Parce qu'on sait que l'accord au sein de la majorité bruxelloise comporte aussi un petit volet sur le renforcement de la lutte contre le prosélytisme. Quand vous étiez à la STIB, ce sont des éléments que vous avez pu observer ou pas? Écoutez, c'est des formes de prosélytisme et de renforcer le contrôle par rapport à ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Mais on sait qu'à la STIB, il y a aussi eu des travailleurs qui refusaient, par exemple, de saluer des collègues parce que c'était des femmes. Très vite recadré par le chef de dépôt, très rapidement. Dès qu'on a détecté ça, très rapidement recadré, et donc c'est la preuve aussi que ça fonctionne, que la hiérarchie qui est la plus proche du terrain, la plus proche des travailleurs, réagit très rapidement et très fermement, et ça c'est une bonne nouvelle. Et renforcer encore les moyens de pouvoir détecter toute forme de prosélytisme au sein d'un service public, ça il faut le saluer. Mais moi j'étais à la STIB et je peux vous dire que c'est très vite recadré. Est-ce qu'il faut des salles de prière à la STIB? Non. Clair. Donc ça, c'est clair pour vous aussi. Et ce n'est pas une revendication des travailleurs, ni de qui que ce soit, ni de délégation, ni d'aucune délégation. Dernier thème qu'on voulait aborder avec vous ce midi, Youssef Andichi, c'est Bruxelles Propreté, l'agence Bruxelles Propreté, l'ABP, où il va y avoir une réforme, c'est ce qu'annonce en tout cas Alain Marron, le ministre de tutelle. Elle est nécessaire, cette réforme? Elle vous inquiète ou pas? Elle est nécessaire, ça je le pense, parce que c'est quand même une grosse boîte avec pas mal de défis. Hein. Et beaucoup de tensions sociales, régulièrement. Malheureusement, hein, donc il faut les entendre, hein, pouvoir entendre les revendications, et je pense que c'est le travail du ministre de pouvoir les écouter et de pouvoir travailler sérieusement là-dessus. Mais quand je vois les débats qui sont en train de se dérouler là, pour l'instant, au Parlement bruxellois, je suis assez inquiet, parce que quand j'en vois le benchmark qui a été commandé, donc les études qui ont été commandées, de pouvoir comparer l'ABP, qui est une société publique avec des sociétés privées, moi je suis fort inquiet. Hein. Donc on a quand même dû rappeler à M. Marron, le ministre de l'Environnement qui est en charge de l'ABP, de pouvoir se concentrer sur cet aspect-là essentiellement, de pouvoir garantir le service public, de pouvoir investir dans l'outil pour pouvoir le développer. Et évidemment, il arrive avec un plan de 100 points pour pouvoir améliorer l'ABP. Il a été très vague. Ce que disent les études, c'est qu'il n'y a pas une efficacité de dingue à l'agence Bruxelles Propreté et que, notamment en fonction du nombre de salariés qui sont employés, on pourrait faire mieux.
Je pense qu'on pourrait y faire mieux. Et certainement, quand je vois l'état de la propreté de la capitale, évidemment que c'est pas une efficacité de dingue et de l'améliorer, mais l'efficacité ne veut pas dire moins de travailleurs. L'efficacité ne veut pas mettre plus de tension dans on pointe notamment le fini, le fait qu'on puisse quitter son service une fois que une grande part des collègues sont rentrés au dépôt et que donc la journée s'arrête plus tôt que prévu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit remettre en cause ou pas? Écoutez, il y a des revendications par rapport à cela, par rapport au fini. Les travailleurs réclament de pouvoir le maintenir. Je pense qu'il faut véritablement amener un dialogue sérieux sur ce point. Ça fait tant d'années qu'on a ce système-là et je pense qu'il faut là aussi avoir un dialogue sérieux avec les représentants des travailleurs. Ça veut dire que vous n'êtes ni pour ni contre le maintien. Moi, je veux savoir. Moi, je veux connaître. Je veux savoir comment ça se passe réellement. Hein. Je vois qu'il y a une pression. Un chargeur, c'est 2-3 tonnes par jour. Je vois qu'on déjà les CDD donc, sont enlevés. Donc, pour moi, c'est une charge de travail supplémentaire sur ceux qui restent. Et donc, effectivement, les experts du terrain, c'est les travailleurs. Ce sont les organisations syndicales. Maintenant, je sais que le ministre a déjà eu des dialogues et des contacts avec les délégations syndicales. Mais je sais aussi que les délégations syndicales n'ont pas été entendu globalement sur leurs revendications. Une toute dernière question, toujours sur l'agence Bruxelles Propreté. Vous avez fortement insisté sur la notion de service public. Est-ce que ça veut dire que l'agence Bruxelles Propreté doit évidemment conserver le ramassage des poubelles des particuliers, mais qu'elle devrait peut-être s'abstenir de travailler sur le ramassage des déchets des entreprises, où là, c'est un secteur qui est ouvert à la concurrence? Je pense que c'est plutôt le contraire qu'il faut faire, que même ce secteur-là doit être pris en main principalement par l'ABP. Donc il faut le remettre dans le service public pur et dur. Oui, tout à fait. Et pouvoir le renforcer, c'est comme ça qu'on renforce le service public. Et je pense que même dans les tris, où il y a là aussi des acteurs privés, qu'à un moment donné, il faudra se poser la question de est-ce que nos déchets doivent essentiellement aller pour faire du fric et du business pour certaines sociétés privées, ou pouvoir le garder principalement aux mains du public. Et ça, c'est le point principal pour nous. Merci beaucoup, Youssef Andichi, député bruxellois pour le PTB. Merci d'avoir été avec nous ce midi.